Bienvenue dans le 5e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. C'est avec joie que nous vous retrouvons après la pause estivale pour une nouvelle saison 2021-2022 avec au sommet de cette édition 2 interviews, celle à 2 voix de Yannick Rochat et de Pierre-Yves Hurel et celle de Nathan Ferret, doctorant en sociologie à l'IRIS EHESS. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À partir du 2 septembre 2021 et jusqu'en décembre, le séminaire d'études sur les plateformes et l'histoire des jeux vidéo, Input, Poke and Save, revient pour une 2e saison. De même que pour la saison 1, les 4 séances d'ores et déjà programmées seront diffusées sur Discord. Pierre-Yves Hurel et Yannick Rochat, co-organisateurs de ce séminaire, nous donneront plus de détails dans un instant. Ensuite, les 6 et 7 septembre prochains, se tiendra une conférence internationale intitulée « Des dieux, des jeux et du hasard ». L'événement, animé par Véronique Dazen, professeure d'archéologie classique, est organisé par le projet de recherche Locus Ludi de l'Université de Fribourg. À travers l'étude de divers instruments ludiques, comme les osselets et les dés, ce colloque se propose d'explorer la porosité des frontières entre les pratiques ludiques, rituels et divinatoires qui se déroulaient à l'époque de la Grèce ancienne et par la suite. L'inscription est requise pour la participation sur place ou à distance. Enfin, notre groupement d'intérêt scientifique, Jeux et Société, organisera le 7 octobre prochain, à Campus Condorcet, une journée d'études pluridisciplinaires sur le thème Jeux de mots, jeux d'esprit. Au programme, ce sont 8 intervenants, issus de disciplines aussi variées que l'histoire, la littérature, la sociologie, la linguistique, l'anthropologie ou encore la psychologie, qui scruteront les multiples façons dont l'esprit humain se saisit des mots, du langage ou des comportements pour en faire ou pour s'en faire le jeu. Ne manquez pas cet événement qui se déroulera à la fois en ligne et en présentiel à Aubervilliers. En matière de publication, notons la sortie en juillet dernier du numéro 15 de la revue en ligne Sciences du jeu, édité par le laboratoire Experis, Université Sorbonne Paris-Nord. Cet opus intitulé « Jeux et faits religieux » a été dirigé par Laurent Di Filippo, maître de conférences en sciences infocom à l'Université de Lorraine. Ces auteurs y abordent des sujets aussi variés que la réception des références mythologiques, la place des religions dans les constructions de mondes fictionnels, ou encore l'usage des jeux dans les mouvements de jeunesse. Les textes en version intégrale sont à retrouver sur Open Edition. À souligner également la série de podcasts intitulée « Les nouveaux visages du jeu en ligne », conçue et éditée par les chercheurs et chercheuses de l'équipe de recherche Hermès de l'Université Concordia du Québec. La série d'épisodes discute de la nouvelle réalité des jeux hybrides à la frontière entre les jeux vidéo et les jeux de hasard et d'argent. Elle aborde notamment l'impact de ces jeux sur les habitudes de vie des individus et des collectivités. Vous y retrouverez des intervenants comme Sylvia Kérouz, Annie-Claude Savard, Martine French, Ingo Fiedler ou encore Adèle Morvanou. Docteur en mathématiques appliquées, Yannick Rochat est professeur assistant à l'Université de Lausanne et cofondateur de l'UNIL Game Lab. Quant à Pierre-Yves Hurel, il est docteur en sciences de l'information et de la communication et assistant à l'Université de Liège. Il est en outre cofondateur du Liège Game Lab. Aujourd'hui, ils se sont tous les deux prêtés au jeu des questions-réponses pour cette interview. Bonjour Yannick, bonjour Pierre-Yves, bienvenue sur Ludocorpus et sur notre chaîne d'entrée de jeu. Question simple pour commencer, pouvez-vous vous présenter successivement ? Je m'appelle Yannick Rochat, je suis professeur assistant à l'Université de Lausanne, en faculté des lettres, en études du jeu vidéo et cofondateur du Game Lab UNIL et PFL, un groupe d'études sur le jeu vidéo qui est basé sur le campus de Lausanne.
Donc Pierre Burel, je suis assistant au département médias, culture et communication de l'université à Liège. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait une thèse sur le jeu vidéo amateur et je fais partie du Liège Game Lab, le collectif de recherche sur le jeu vidéo à l'université à Liège. Que vous pouvez nous préciser l'un et l'autre un petit peu quels sont les origines et un peu les enjeux de ces deux Game Labs? Alors, le Game Lab Unil EPFL, qui s'appelait à l'époque l'Unil Game Lab, a été créé en décembre 2016. C'est l'initiative de 4 personnes, 2 personnes qui viennent d'histoire de l'art, histoire esthétique du cinéma, et 2 personnes qui viennent d'informatique pour les sciences humaines. Et il y a un constat qui est fait à ce moment-là, c'est celui que, d'une part, le jeu vidéo est mal représenté, mal étudié, ou pas assez étudié sur la place lausannoise, et puis qu'il s'agit de faire bouger un petit peu tout ça. Et donc, toute une série d'activités de recherche ont été réunies sous cette bannière. Et on a profité aussi de ce Game Lab pour organiser des cours publics, des colloques pour faire connaître ces travaux et puis intéresser nos collègues à Lausanne et en Suisse romande à l'étude du jeu et du jeu vidéo. Donc la dynamique du Liège Game Lab est à peu près similaire, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on était quelques-uns au niveau principalement de la faculté philosophie et lettres de l'université de Liège, mais dans différents départements, en communication, en langue romane, en traduction, etc. Il y avait plusieurs personnes isolées qui travaillaient sur le jeu vidéo, et donc on a décidé de travailler ensemble. C'est comme ça qu'est né le Liège Game Lab, un collectif de recherche. Plus qu'un laboratoire au sens institutionnel qui peut avoir un sens très fort, notamment en France. Ici, c'est plus un collectif de recherche qui organise des séminaires, des formations, un certificat universitaire maintenant, voilà, des colloques et des publications à venir. Alors justement, vous l'un l'autre de parler de séminaires. Vous venez aujourd'hui sur notre émission pour parler justement de votre séminaire que vous avez lancé l'an dernier, donc Input, Poke and Save. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'origine de ce séminaire et puis comment s'est déroulée la saison précédente? Je commence par dire un mot, puis Yannick complétera, je pense. Mais donc, en gros, c'est à force de discussion entre Yannick et moi, où on se rendait compte que on était tous les deux très intéressés par les mêmes types de réflexion, notamment sur l'étude des plateformes et sur les histoires locales du jeu vidéo, puisque du coup je suis en train d'entamer un projet de recherche sur le DAI, qui est l'unique micro-ordinateur de fabrication belge qui a existé et qui est très peu documenté. Yannick avait déjà beaucoup travaillé sur le SMACI, donc une suite d'ordinateurs suisses. Et donc, du coup, on a commencé à travailler aussi ensemble, à comparer nos approches, à discuter de tout ça. Et puis, on s'est dit, mais finalement, toutes ces discussions seraient peut-être plus pertinentes encore de manière partagée et en organisant un séminaire. Aussi dans une période compliquée, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit que c'était aussi le bon moment d'avoir un rendez-vous en ligne mensuel qui assure une certaine forme de continuité dans le contact entre chercheurs francophones de tous horizons intéressés sur ces questions-là. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers un serveur Discord, un horaire qui convient à peu près toujours et à la fois en Europe et à la fois à Montréal. Et donc, c'est comme ça que c'est né, j'ai l'impression, Yannick. Oui, effectivement. Des centres d'intérêt communs, de volonté aussi de partager à un moment où on était assez distants. Moi, de mon côté, j'avais eu une bonne expérience avec les étudiants en faisant passer les cours sur Discord, de pouvoir bénéficier justement de ces échanges, cet autre mode de participation, aussi sur une plateforme qu'ils connaissent, vu que Discord est spécialisé pour le jeu vidéo en général. Donc, on a lancé ça un tout petit peu à l'aveugle. C'était aussi l'occasion d'inviter des gens qu'on aime bien ou bien des gens qu'on voulait inviter, qu'on voulait entendre.
Et c'est là où ça a été un petit peu spécial, parce que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément quand on est au début d'un doctorat, mais qu'on réalise au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière, c'est qu'en fait, d'autres personnes cherchent à s'exprimer, et puis il n'y a pas toujours les plateformes ou les endroits pour pouvoir les accueillir. Donc, on a été très surpris de l'engouement, d'une part des participants et participantes qui souvent ont proposé en fait des travaux originaux, alors liés à leur centre d'intérêt, mais des travaux originaux pour notre séminaire, alors qu'il n'est pas filmé, alors qu'il n'y a pas de proceedings ou quoi que ce soit. Donc, on a été très touchés par ceci. On a été aussi très touchés par la communauté qui a participé, avec 15 à 20 personnes, beaucoup de réguliers. Et donc, on réalise, alors si ce n'est pas comme un grand colloque international, on réalise qu'il y a une certaine continuité, il y a des personnes qui sont très intéressées, qui se renseignent éventuellement après coup si elles n'ont pas pu accéder au séminaire. Et puis, petit à petit, cette communauté croît. Et puis, on voit qu'il y a des personnes issues de la communauté maintenant qui font des propositions pour intervenir. Donc oui, on a eu 6 personnes entre janvier et juin 2021. Et puis là, maintenant, on vient d'annoncer les 4 noms pour septembre et décembre. On ne savait pas s'il y aurait une deuxième saison. Enfin, on ne savait pas après l'été, vu qu'en théorie, la pandémie devait être terminée, si ça vaudrait la peine de continuer. Et en fait, maintenant, on réalise d'une part qu'on est, là, en termes de mobilité, on n'est pas encore à se rendre visite les uns les unes les autres, d'une part, et puis que d'autre part, même si on pouvait reprendre la mobilité comme avant, d'une part, il y a une certaine proximité qui est proposée par notre séminaire, mais d'autre part, là, par exemple, on a pu avoir Karl Tarian qui est intervenu dans notre colloque, sauf erreur, en avril ou en mai, depuis Montréal. Et puis ce jeudi, donc il y aura une petite exception par rapport à l'horaire qu'on a esquissé avant. Ce jeudi, on a la chance d'avoir Mélanie Swalwell, qui est une grande chercheuse qui interviendra depuis l'Australie. Donc voilà, ce sera 10h du matin pour l'Europe et puis 6h du soir pour elle. Mais en fait, on réalise maintenant que notre séminaire nous permet de faire intervenir, d'entrer en contact avec des personnes dont on a énormément à apprendre en France, en Suisse, en Belgique. En deuxième intervenant, quelle est la personne que vous allez avoir ensuite? Alors, fin septembre, nous accueillerons Alex Custodio, qui est une chercheuse à Concordia, sauf erreur, qui a publié un livre dans la collection Platform Studies aux presses du MIT sur la Game Boy Advance. Et puis, ce livre a la particularité, donc quand on publie un livre dans cette collection, on doit s'intéresser à une plateforme, mais avec différentes manières de l'aborder, différentes temporalités. Le livre qui était consacré à la NES, la console de Nintendo, par exemple, s'intéressait à ce qui existait avant son existence, comment on est arrivé à son existence, son exploitation et son héritage. Ici, dans le cas de la Game Boy Advance, Alex Custodio, alors bien sûr, elle traite un petit peu l'historique de la Game Boy Advance, mais elle s'intéresse principalement à l'exploitation de la console une fois que Nintendo arrête de l'exploiter. Donc, la console n'a pas disparu. Enfin, beaucoup de gens l'ont mise à la cave, revendue, donnée, etc. Mais il y a toute une communauté qui existait déjà un petit peu avant et puis qui a continué à croître, qui a continué à développer du logiciel, du hardware, des hacks, qui a fait vivre cette console avec plein de possibilités différentes. Et donc, elle s'intéresse et elle inscrit ça aussi dans une thématique disons écologique. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'une plateforme est mise à la poubelle par son concepteur? Et donc, tout cet aspect un petit peu recyclage, culture de la réparation qu'on voit beaucoup maintenant, il y a des réflexions qui sont menées autour du smartphone. Toutes ces observations et ces théories, elles les appliquent à cette console de jeu. Ce qui est un angle qui est encore assez original. On voit maintenant beaucoup de travaux autour des thèmes écologie et jeux vidéo. Mais là, on a la chance d'avoir un travail qui est très approfondi sur une plateforme qui a maintenant une vingtaine d'années. Et pour l'un et pour l'autre, comment s'annonce la rentrée de 2021 et quelle est votre actualité scientifique? Pierre-Yves, peut-être? Oui, donc personnellement, je vais être suppléant de Christophe Lejeune, qui est professeur en méthode qualitative à la faculté des sciences sociales à l'université à Liège. Donc, je vais le remplacer pendant 1 an. Donc, je vais avoir ça surtout comme programme cette année avec
en dehors de ça, la poursuite de ma recherche sur le DAI et aussi comme intérêt péri-scientifique du développement sur Game Boy. Et puis le Liège Game Lab a plusieurs projets encore dans les cartons, et notamment cette année en janvier, on lancera la 2e édition d'un certificat universitaire. Donc c'est un certificat qui fait 20 crédits ECTS et qui s'adresse aux personnes qui travaillent déjà ou qui se destinent dans les domaines socioculturels, donc les animateurs, les médiateurs culturels, les journalistes, les bibliothécaires, etc., mais qui souhaitent se spécialiser sur le jeu vidéo. On a fait l'année dernière cette première édition, qui est la seule formation universitaire sur le jeu vidéo en Belgique. Ça s'est très bien passé. L'ensemble de nos étudiants nous ont envoyé des feedbacks très positifs et aussi quelques feedbacks constructifs pour améliorer encore la formation l'année qui vient. Donc voilà, je vais continuer de coordonner cette formation cette année. Donc ce sera déjà un bon programme pour l'année qui vient. Ouais. Et pour ma part, donc je viens de commencer comme professeur assistant, donc je dois monter des nouveaux cours. Donc on va avoir des cours autour de l'étude des plateformes, l'histoire du jeu vidéo. On va s'intéresser avec les étudiants à des cas appliqués pour qu'ils puissent aller travailler en archives, faire ce travail justement de recherche, notamment en collaboration avec le musée Bolo, qui est un musée de l'informatique en région lausannoise. Et puis j'aurai un cours assez amusant, un cours qui s'appelle Mathématiques ludiques. Pour moi, ce sera amusant. J'espère que ce sera aussi le cas pour les étudiants et étudiantes, où on s'intéressera à la place des mathématiques dans le jeu et dans le jeu vidéo. C'est un cours de propédeutique, donc qui va servir un peu de transition entre ce qu'ils ont vu avant au gymnase, c'est lycée en français, pour faire une mise à niveau de leurs connaissances en mathématiques pour un programme qu'on a ici d'informatique pour les sciences humaines qui laisse la part belle aux méthodes quantitatives en général. Donc ça va être mon activité, beaucoup d'enseignement. Et puis au niveau de la recherche, je participe à un travail de consultation consultation des archives et des bibliothèques en Suisse pour leur fournir des guidelines sur les bonnes manières d'archiver le jeu vidéo en général. Souvent, c'est un objet qui n'est même pas considéré en fait au moment de faire du dépôt. Donc l'idée, c'est d'une part de les rendre attentifs à ceci, puis d'autre part en fait de leur donner les indications, les consignes qui leur permettent de faire ce travail. C'est une collaboration de nouveau avec le musée Bolo, avec l'atelier 40A et puis avec Memoriav, qui est une fondation en Suisse pour la sauvegarde de l'audiovisuel, ou peut-être une association. Je ne me souviens plus. Après, 2-3 autres projets. Un projet de grande base de données de tous les jeux vidéo produits en Suisse, qu'on va bientôt sortir. Un projet d'élaboration d'ateliers qu'on peut amener dans les écoles au niveau post-obligatoire pour aborder toute une série de disciplines avec du jeu vidéo. Donc, partir en fait d'un jeu vidéo, aller sur le terrain, souvent des étudiants et étudiantes, pour aborder des sujets qui sont prévus en fait dans les programmes de cours, donc fournir un angle différent. Donc, d'une part, il s'agit de les intéresser à ces matières, puis d'autre part, de faire un peu de médiation avec les enseignants, les enseignantes, puis de leur montrer nos techniques pour faire ces enseignements. C'est un projet de recherche qui est financé par le Fonds national suisse pour la recherche. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi un retour qui sera fait auprès de cette fondation. Voilà, ça fait déjà un petit aperçu. Il y a 2-3 autres choses qui sont prévues, mais ce sera pour 2022, donc il y aura d'autres occasions d'en parler. On n'hésitera pas à vous faire revenir sur Ludocorpus et puis évidemment à évoquer pour l'un et pour l'autre les beaux projets qui s'annoncent pour cette fin d'année et puis cette nouvelle année 2022 qui commence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour l'invitation. Après des études en économie, Nathan Ferret est depuis 2019 doctorant en sociologie au laboratoire IRIS EHESS. Il a répondu à notre invitation pour nous parler aujourd'hui de son parcours, de ses travaux et de son actualité scientifique. Nathan Ferret, bonjour. Bienvenue sur Ludocorpus et à l'émission d'entrée de jeu. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre parcours scientifique et en tant que chercheur et puis de votre actualité aussi. Donc commençons par une question très simple pour vous présenter. Quel est votre parcours universitaire, votre cursus, en quelques mots?
Bah oui, merci beaucoup de m'accueillir. En fait, moi, à la base, je viens de l'économie et après, je me suis réorienté en sciences sociales. Et je suis actuellement doctorant en sociologie, rattaché au laboratoire IRIS et au LabEx Stepsis. Et je suis en deuxième année de thèse, du coup, sous la direction d'Arnaud Esquer. Vous êtes donc doctorant au laboratoire IRIS. Quel est votre sujet de thèse ? Bien, mon sujet de thèse est assez particulier, en fait, parce qu'il part d'une problématique vraiment théorique issue du marxisme et que j'essaie de traduire en problématique empirique, ouverte à l'analyse proprement sociologique avec un terrain. En un mot, au niveau théorique, je cherche à redéfinir l'intuition de Marx selon laquelle la valeur dans le capitalisme se constitue elle-même comme un sujet. Et j'essaie de redéfinir ce sujet que Marx appelle sujet automate, non plus en référence à un sujet substantiel fondé sur l'accumulation d'une substance valeur-travail chez Marx, mais comme un sujet davantage ricoeurien, c'est-à-dire construit par la mise en récit. Voilà. Donc, dans ce cadre, j'essaie d'analyser une autre grande force humaine de transformation du réel que le travail marxien, c'est-à-dire la mise en récit de soi en référence à Ricoeur. Et du coup, j'essaie de comprendre comment les identités narratives individuelles participent de la construction de l'identité narrative du sujet automate lui-même. Et pour ce faire, j'enquête sur le terrain de l'industrie du jeu vidéo, qui me semble emblématique d'une telle co-construction narrative des individus et de la valeur. Plus particulièrement, je m'intéresse à la plateforme Twitch, qui est un dispositif très particulier de diffusion de vidéos en direct dans lesquelles des personnes, des vidéastes, des streamers, se filment eux-mêmes en direct en train de réaliser diverses activités, et principalement des parties de jeux vidéo. Et Twitch m'a l'air d'être un dispositif très récent et assez emblématique de la phase actuelle du capitalisme où la construction narrative de soi correspond à la construction narrative de richesse marchande. Voilà. Justement, j'aimerais creuser un peu plus l'origine de ce sujet de thèse. Qu'est-ce qui vous a amené à aborder ce sujet ? En fait, là encore, c'est un peu sur deux volets. C'est-à-dire que la partie théorique, elle m'est vraiment venue dans mes premières années d'économie. Et j'étais vraiment frappé par le parallélisme entre ce que Marx écrit de la valeur, donc la valeur devenue capital, c'est-à-dire la dynamique argent-marchandise, argent quantitativement supérieur, et toutes les injonctions à devenir soi-même qu'on voit partout, qui est une problématique qui est déjà là en sciences sociales, cette espèce d'intrication du développement d'une subjectivité et du développement de la valeur. Mais là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le parallélisme structurel presque parfait entre A aime A et devient celui que tu es. Et ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit que du coup, on pouvait essayer d'analyser la valeur avec des outils que jusque-là, on appliquait à la compréhension de la construction des identités et des subjectivités vraiment proprement individuelle et humaine. Et donc je suis resté avec ça dans la tête pas mal d'années, et c'est vrai que c'est en faisant une enquête sociologique en Master 2 sur la syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo en France, avec la création récente du premier syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, que je me suis rendu compte que l'industrie sur laquelle je travaillais, dans son volet davantage de mise en valeur et de consommation, permettait vraiment de saisir quelque chose comme une application empirique de ce phénomène, quoi. Alors en 2020-2021, vous avez été candidat à l'appel à projet du GIS Jeux Société pour un projet qui s'appelle Covidéo. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Quelle était la nature du projet ? Oui, j'ai eu la chance de recevoir le soutien du GIS Jeux et Société pour cet appel à projet de cette année, où j'ai eu aussi le soutien de mes laboratoires IRIS et Tepsis. Et donc afin de mener une enquête sur les conséquences de la crise du coronavirus sur l'industrie du jeu vidéo et sur la plateforme Twitch. Donc c'est une enquête que j'ai menée avec l'aide de mon directeur de thèse Arnaud Esquer et avec un collègue statisticien Pierre Gallinari-Safar. Et voilà, c'est une enquête qui s'appelle donc Covidéo. Et elle a été réalisée au printemps 2021 avec l'aide de streamers, donc les fameux vidéastes de la plateforme Twitch, qui ont diffusé un questionnaire assez conséquent
qui duraient une trentaine de minutes auprès de leur audience. Et la base de données permet donc de cartographier de manière assez inédite des usages d'une plateforme comme Twitch et aussi sur les usages du jeu vidéo en temps particulier de Covid. Et donc là, j'en suis à l'analyse des résultats pour l'instant. Et justement, en parlant de résultats, vous avez quelques éléments à nous soumettre dès à présent ? Oui, c'est vraiment encore en cours et la base est assez conséquente, mais pour l'instant, il y a quelques perspectives de résultats intéressants. Il y a déjà un premier volet relatif à l'isolement social et au lien entre jeux vidéo, isolement social et une plateforme comme Twitch. Et ce qui apparaît dans les résultats, c'est que Twitch et toutes les sociabilités vidéoludiques, particulièrement en temps de Covid, sont vraiment des ressources centrales de sociabilité en ligne. Et que la structure des usages de Twitch reflète la structure des réseaux de sociabilité du hors-écran. Et on a, je pense, réussi à mettre un peu en évidence, par les chiffres et aussi avec des entretiens menés avec des répondants qui avaient laissé leur mail pour qu'on les contacte, que la présence même du streamer, qui est quelque chose qui est au centre du dispositif technologique, Twitch c'est une plateforme qui est en direct, où tout est fait pour qu'on ait le sentiment d'avoir de l'attention du streamer sur nous. Cette présence-là, ça devient un bien modulable, consommable en fonction des propres contraintes des quotidiens différenciés. Et du coup, on peut cartographier les usages de Twitch en ensembles cohérents qui sont déterminés par les situations du hors-écran. Je m'explique un peu plus. Par exemple, on a mis en évidence trois groupes d'usages qui correspondent à la situation des usagers chômeurs, des usagers télétravailleurs et des usagers des étudiants à distance pendant le Covid. Et on voit que les structures de sociabilité du hors-écran impliquent des usages particuliers du dispositif, notamment des usages communautaires ou plus ou moins communautaires, quoi. Il y a aussi un second résultat qui a été une relative surprise, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser a priori et contrairement à ce que la plateforme et les acteurs de la plateforme disent d'eux-mêmes, c'est un espace très structuré par le politique. Bien qu'il y ait une mise à distance du politique et que tout ce qui est politique est tabou sur Twitch, ou en tout cas un certain type de politique, en réalité, on se rend compte que c'est un espace qui est très structuré par le politique, que ce soit en termes de choix de chaînes qui sont corrélés avec les dispositions et les parcours politiques des individus. Voilà, c'est un autre ensemble de résultats qu'il faut encore creuser. Et enfin, plus spécifiquement sur la problématique du Covid, on se rend compte que le jeu vidéo est déclaré comme ayant été une vraie aide de la part des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, dans ce cadre, ça apporte une aide psychologique qui relève aussi du maintien de soi dans la suspension des cadres sociaux régulateurs en temps de Covid. Et on se rend compte que, par exemple, tout ce qui est le rapport à l'avatar, le prolongement d'une activité continue qui est structurée un peu comme un récit, mais aussi comme un jeu au travers des jours, permet un maintien de soi et avec la dimension multijoueur en plus, permet de continuer à faire société quand la société tend à disparaître, ou en tout cas être suspendue, comme dans le cas du Covid. Donc c'est les premiers résultats pour l'instant qu'il faut creuser encore. Je termine par une ultime question. Quelle est votre actualité scientifique pour cette rentrée ? Eh bien, pour la rentrée, c'est poursuivre Covidéo et l'exploitation des résultats. Pour l'instant, il y a 2 articles qui ont été soumis, donc j'espère qu'ils aboutiront à une publication, j'espère. Mais il y a encore beaucoup de travail pour exploiter la base de données, quoi. C'est principalement ça qui va m'occuper ces prochains mois. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt sur D'entrée de jeu et sur Ludocorpus. Merci à vous. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.